Chaque été, des milliers de personnes étalent leurs serviettes, ouvrent leur bière et se jettent à l'eau, sans jamais soupçonner ce qui les attend sous la surface. Un crocodile qui les observe à moins d'1 mètre de distance. Un courant capable de vous emporter à un bon 1,5 km au large en 60 secondes chrono. Une vague dont la force a brisé les reins d'athlètes professionnels. Ces plages existent bel et bien et sont ouvertes, et des gens y réservent leurs vacances en ce moment même. Voici les 10 plages les plus dangereuses du monde. En 10e position, nous trouvons une plage urbaine si emblématique qu'elle ressemble à un paradis, mais qui, en réalité, est un véritable piège. La plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, et avant de passer à autre chose, écoutez bien ce qui suit, car le danger ici n'a absolument rien à voir avec l'océan. Copacabana est sans doute l'étendue de sable la plus emblématique de la planète. 4 kilomètres de plage de sable blanc, bordée par l'Atlantique d'un côté et les collines spectaculaires de Rio de Janeiro de l'autre. L'eau est chaude, les vagues sont gérables, et le paysage semble tout droit sorti d'un magazine de voyage. N'importe quel week-end d'été, près d'1 demi-million de personnes envahissent ce rivage. La musique résonne de partout, des bars, des enceintes portables et des artistes de rue qui animent la promenade. L'odeur de la crème solaire et du maïs grillé flotte dans l'air salin. Des enfants courent dans les vagues. Des couples prennent des photos avec le pain de sucre en arrière-plan. Tout le monde semble détendu. Personne ne semble menacé. C'est précisément là que réside le problème. Copacabana se trouve dans l'un des environnements urbains les plus touchés par la criminalité de tout l'hémisphère occidental. La plage elle-même fonctionne comme une immense foule à ciel ouvert où les pickpockets, les agresseurs et les gangs de voleurs organisés opèrent avec une efficacité redoutable. La méthode, connue localement sous le nom d'Arrastao, un vol de type flash mob, où des groupes de 30, 50 et parfois plus de 100 jeunes hommes déferlent simultanément sur la plage, est documentée depuis les années 90 et perdure encore aujourd'hui. En moins d'1 minute, des sections entières de baigneurs sont dépouillées de leurs téléphones, portefeuilles, bijoux et sacs avant que la police ne puisse réagir. La rapidité est la clé. Le temps que les gens comprennent ce qui se passe, tout est déjà terminé. Mais la menace ne se limite pas à la criminalité organisée. Des voleurs solitaires opèrent au bord de l'eau, ciblant les nageurs qui laissent leurs affaires sur le sable. D'autres agissent directement dans l'eau, dévalisant les gens en pleine baignade, dans les bas-fonds. La portion la plus proche de l'Em, à l'extrémité nord, et la zone près du Posto 6 sont statistiquement les zones les plus dangereuses. Mais aucune partie de la plage n'est vraiment sûre. Et la géographie des risques change avec les saisons. Les touristes étrangers sont visés de manière disproportionnée. Non pas par hostilité, mais parce qu'ils sont visiblement peu familiers avec l'environnement, ont tendance à transporter plus d'objets de valeur et réagissent plus lentement aux situations qui dégénèrent. Une personne qui a vécu à Rio pendant une décennie a développé des instincts. Elle sait quel langage corporel interpréter, quelle direction ne pas prendre, quel est le bon moment pour agir. Un visiteur au 2e jour de ses vacances n'a aucune de cette expérience condensée. Ils abordent la plage à travers le prisme de toutes les autres plages qu'ils ont fréquentées. Et c'est un prisme complètement erroné. Le gouvernement de la ville a fait des efforts répétés et visibles pour renforcer la sécurité sur la plage. Caméras de surveillance, patrouilles à pied et à moto, unités de police touristique dédiées, tout cela existe. Et tout cela n'aide qu'à la marge. Mais Copacabana gère des volumes de personnes qui mettraient à l'épreuve n'importe quel dispositif de sécurité dans n'importe quelle ville du monde. Pendant le carnaval,
les célébrations du Nouvel An et les grands tournois de football, la plage devient essentiellement incontrôlable. La densité de la foule est en elle-même une couverture. Ce qui rend Copacabana particulièrement insidieuse, c'est l'écart persistant entre l'apparence et la réalité. Elle ressemble véritablement à un paradis. La lumière sur l'eau est extraordinaire. Le paysage vous invite à baisser complètement votre garde, à croire que rien de mal ne pourrait arriver dans un endroit aussi spectaculaire. Cette propension à abaisser vos défenses, cet optimisme si spécifique et charmant du touriste, est la chose la plus dangereuse que vous puissiez apporter à cette plage. En 9e position, une plage qui a passé des décennies à se forger une réputation de paradis des surfeurs, tout en détenant discrètement l'un des bilans de sauvetage les plus élevés au monde. Bondi Beach à Sydney, en Australie. Un lieu si profondément ancré dans la culture balnéaire mondiale que son nom seul évoque une image complète. Sable doré, surfeurs hâlés, domptant des vagues parfaites. Le Pacifique scintillant sous un soleil austral implacable. Cette image est fidèle à la réalité. Bondi est véritablement magnifique, emblématique, et l'une des plages les plus fréquentées au monde. C'est aussi l'une des étendues de littoral les plus trompeusement traîtresses de l'hémisphère sud. Et la raison n'en est ni les requins, ni les rochers, ni la pollution. C'est quelque chose d'invisible, et c'est toujours là. Le courant d'arrachement. Un courant d'arrachement est un chenal d'eau étroit et rapide qui s'éloigne directement du rivage vers le large. Bondi Beach génère continuellement de puissants courants d'arrachement, propulsés par la forme incurvée de la plage, son exposition ouverte sur le littoral de la Nouvelle-Galles du Sud et l'énergie agitée de la mer de Tasmanie qui la pousse depuis l'est. Un jour ordinaire, plusieurs courants d'arrachement sont actifs simultanément sur les 200 mètres de largeur de la plage. L'eau dans un courant d'arrachement a une apparence légèrement différente, plus sombre, plus agitée, avec une texture spécifique qui tranche sur le ressac environnant. Mais cette différence est presque impossible à déchiffrer si l'on n'a pas été entraîné à la repérer. Lors de fortes houles, les courants à Bondi peuvent atteindre des vitesses de 8 km/h. C'est plus rapide qu'un nageur olympique en plein effort. Le service des sauveteurs de Bondi, sans doute le service de patrouille de plage le plus célèbre du monde, effectue des centaines de sauvetages aquatiques chaque année. Lors d'un week-end d'été agité, un seul quart de l'après-midi peut impliquer 20 sauvetages distincts ou plus. L'équipe opère toute l'année, avec un personnel considérablement renforcé pendant les mois d'été. Et les chiffres n'ont pas diminué de manière significative depuis des décennies. Non pas parce que les sauveteurs commettent des erreurs, ils sont extraordinairement compétents, mais parce que le volume de personnes entrant dans l'eau, combiné à la puissance de l'océan, génère un niveau d'incident de base qui est tout simplement structurel. Les personnes les plus à risque ne sont pas celles auxquelles on s'attendrait. Les nageurs faibles sont des candidats évidents. Mais les statistiques de noyade à Bondi racontent une toute autre histoire. Les nageurs forts et confiants, en particulier ceux qui viennent de pays avec des littoraux plus calmes et plats, sont surreprésentés. Ils entrent dans l'eau avec une confiance totale, sont tirés de côté par un courant d'arrachement avant de réaliser ce qui se passe, puis s'épuisent complètement en luttant de front contre le courant. Lutter directement contre un courant d'arrachement est presque toujours fatal. Vous vous fatiguerez bien avant l'océan. La bonne réaction est de nager latéralement, parallèlement au rivage, jusqu'à ce que vous sortiez du chenal. Mais cela suppose
de connaître la bonne réaction dès le départ. Au-delà des courants, les formations rocheuses de Bondi comportent leurs propres dangers. L'extrémité sud de la plage, où les falaises rejoignent l'eau près de la promenade côtière, a emporté des nageurs année après année. Les vagues, qui semblent d'une taille modeste depuis le rivage, ne révèlent leur pleine force que lorsqu'elles frappent les rochers. La lame de fond, cette poussée d'eau qui monte et déferle sur la plateforme rocheuse, peut déplacer une personne de plusieurs mètres en moins d'une seconde. La surface est recouverte de balanes et rugueuse. La chute de retour dans l'océan est incontrôlée. Bondi restera emblématique. Elle restera magnifique. Ses sauveteurs demeureront parmi les plus compétents et les plus sollicités du monde. Et les courants d'arrachement resteront exactement là où ils ont toujours été, invisibles, froids, rapides et totalement indifférents à la confiance. En 8e position, une plage qui a figuré dans plus de campagnes de mode et de publicité automobile que presque n'importe quel autre endroit de la côte pacifique. Et pourtant, elle est en train de s'effondrer activement, visiblement sous nos yeux. La plage El Matador, à Malibu, en Californie. Un endroit si incroyablement photogénique qu'elle apparaît dans les campagnes de mode, les productions cinématographiques, les publicités automobiles et les fils d'actualité des réseaux sociaux avec une telle fréquence qu'elle est devenue l'une des plages les plus reconnaissables de la côte pacifique de l'Amérique du Nord. El Matador est façonnée par un véritable drame géologique. D'énormes monolithes de grès s'élèvent directement de l'eau, tels d'anciens monuments. Des grottes marines se creusent dans la base des falaises, sombres et résonnantes, amplifiant le son de chaque vague qui les pénètre. À marée basse, des piscines naturelles se forment dans les creux rocheux, grouillantes d'oursins violets, d'étoiles de mer orange et d'anémones vertes ondulant dans le courant. La lumière, à l'heure dorée, frappe le grès dans des nuances d'ambre, de rouille et d'ocre profond que des photographes traversent le pays entier pour immortaliser. À presque tous égards esthétiques, c'est l'un des environnements de plage les plus spectaculaires des États-Unis. Elle est aussi activement, visiblement, et de manière accélérée, instable, et ce n'est pas une figure de style. Les falaises d'El Matador sont composées de roches sédimentaires qui s'érodent depuis des millénaires, sous la force combinée du vent, des vagues et des intempéries côtières. Le rythme naturel de l'érosion s'est considérablement accéléré ces dernières années en raison d'une combinaison d'augmentation des précipitations dues au climat, de la saturation des eaux souterraines et de l'activité des ondes de tempête le long du littoral de Malibu. Le résultat est que de larges sections de la paroi rocheuse se détachent et s'effondrent sur la plage en contrebas, sans avertissement fiable et sans aucun précurseur sismique. La roche cède simplement, parfois une petite corniche, parfois une masse de plusieurs centaines de tonnes, et tombe à sa vitesse terminale sur le sable en dessous. Des visiteurs, se tenant à la base des formations rocheuses pour des photographies, ce qui est extrêmement courant étant donné l'attrait visuel, ont été blessés lors de multiples incidents documentés. Le département des parcs d'État de Californie a émis des avertissements, fermé des sections spécifiques de la plage après des effondrements majeurs et installé des panneaux de signalisation aux points clés. Mais le sentier, depuis le parking, descend directement le long des formations les plus spectaculaires visuellement et les plus fragiles géologiquement, car ce sont précisément ces formations qui attirent les gens en premier lieu. L'application des zones d'interdiction est limitée et des panneaux de signalisation n'arrêtent pas un photographe motivé. Les grottes marines,
créent un deuxième mécanisme de danger, entièrement distinct. Ce sont des lieux magnifiques, véritablement extraordinaires. Le son, à l'intérieur d'elles, pendant une houle modérée, est quelque chose entre un instrument à percussion et une chambre de compression. Et elles sont des pièges mortels pour quiconque ne comprend pas le mouvement des marées. L'eau remplit une grotte marine à marée montante, beaucoup plus rapidement que l'observation visuelle ne le suggère. L'ouverture étroite canalise l'énergie des vagues, et ce qui entre dans la grotte, comme une douce déferlante, devient à l'intérieur un mur d'eau violent et pressurisé. Les personnes qui y entrent à marée basse et restent trop longtemps pour des photos se retrouvent à patauger dans une eau qui monte rapidement, avec des vagues déferlant par la seule sortie. Plusieurs visiteurs ont dû être secourus d'urgence des grottes marines d'El Matador. D'autres n'ont pas été atteints à temps. L'ironie qui définit El Matador est structurelle. Son danger n'est pas accessoire à sa beauté. Il est produit par les forces exactes qui ont créé cette beauté. Les effondrements de falaises sont l'érosion même qui a sculpté les monolithes marins. Les grottes déferlantes sont la même puissance marémotrice qui a rempli les piscines naturelles. Vous ne pouvez pas retirer l'un sans supprimer l'autre. La plage ne communique pas cela. Elle paraît simplement extraordinaire, jusqu'au moment où elle devient quelque chose d'entièrement différent. En 7e position, une plage de sable noir volcanique au bord de l'Atlantique, grand ouvert, où chaque vague qui l'atteint a traversé un océan entier pour y parvenir, et charrie dans sa masse chaque kilomètre de ce long périple. Praia Formosa, sur l'île de São Miguel, aux Açores, au Portugal. Une plage de sable noir qui se trouve à l'ombre de l'un des archipels les plus volcaniquement actifs de tout l'océan Atlantique. Les Açores sont nés du feu. Cette chaîne de 9 îles est située sur la dorsale médio-atlantique, la fissure où les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines se séparent. Et l'activité géologique qui les a créées n'a pas cessé. São Miguel est la plus grande et la plus géologiquement agitée des îles. Son intérieur est parsemé de caldeiras, de lacs de cratères au vert et bleu d'une intensité invraisemblable, de sources chaudes et de fumerolles qui dégagent de la vapeur et du soufre du sol. Praia Formosa elle-même est saisissante, d'une manière que seuls les paysages volcaniques peuvent l'être. Le sable est quasi noir, à grains fins, et scintille de paillettes minérales. Derrière elle, des falaises d'un vert éclatant s'élèvent. L'Atlantique devant est d'un bleu profond et saturé, d'une clarté presque surnaturelle. Le contraste visuel est extraordinaire et véritablement sans pareil sur le continent européen. Mais l'Atlantique qui baigne Praia Formosa n'est pas celui qui atteint les plages de la côte ouest du Portugal, ni la Méditerranée, ni aucune mer abritée. Les Açores sont situées en plein océan, à environ 1500 km de Lisbonne, sans aucune masse terrestre entre elles et les eaux profondes dans toutes les directions. Les systèmes de houle qui prennent naissance dans des cellules orageuses situées à des milliers de kilomètres atteignent ces îles sans la moindre réduction d'énergie. Ce qui commence comme une perturbation océanique profonde près de l'Islande ou dans le gir de l'Atlantique Nord arrive sur le sable noir de Praia Formosa avec une force océanique quasi totale. Une vague qui, du chemin au sommet de la falaise, semble modérée, peut-être de 2 mètres, s'avançant avec une douceur apparente,
peut se déplacer avec une énergie équivalente à quelque chose de 3 fois sa hauteur visuelle au moment où elle frappe les eaux peu profondes près du sable. La plage génère des rouleaux de rivage, des vagues qui se cabrent et s'effondrent directement dans les hauts fonds, plutôt que de déferler progressivement vers la plage en une cassure gérable. Un rouleau de rivage qui frappe une personne se tenant dans l'eau jusqu'aux genoux ne la renverse pas doucement. Il la projette la tête la première dans le sable avec la force d'une presse hydraulique. Traumatisme de la colonne cervicale et fracture vertébrale sont des conséquences documentées sur cette plage. Non pas à cause du surf, non pas en sautant des rochers, mais en se tenant dans ce qui semblait être de l'eau sûre et peu profonde, lorsqu'une série est arrivée sans avertissement. De nombreux visiteurs ont été évacués par hélicoptère de Praia Formosa sur des planches d'immobilisation spinale, après avoir été surpris par une seule vague inattendue, dans une eau ne dépassant pas leurs genoux. Le mécanisme de la blessure est identique à ce qui se produit lorsqu'une personne plonge la tête la première dans la partie peu profonde d'une piscine. Sauf que la piscine se déplace à plusieurs mètres par seconde. Elle pèse des centaines de tonnes par vague, et elle ne donne aucun avertissement avant de décider d'arriver. Les courants d'arrachement à Praia Formosa ne se comportent pas de manière prévisible. Sur la plupart des plages, les couloirs de courant se forment à des positions constantes et peuvent être cartographiés d'une saison à l'autre. À Praia Formosa, les couloirs se déplacent constamment à mesure que la direction de la houle change, se déplaçant latéralement le long de la plage, apparaissant et disparaissant à chaque cycle de marée, rendant de fait impossible pour un visiteur occasionnel de lire l'eau. Un nageur entraîné dans un courant d'arrachement sur cette plage n'est pas emporté vers le large le long d'un chemin cohérent et cartographiable. Il est déplacé à travers un système qui s'est réorganisé depuis que la dernière personne a tenté de le cartographier. Sous tout cela repose la couche volcanique. Le sable noir absorbe la chaleur à une vitesse que le sable blanc n'a pas. Marcher pieds nus dessus, sous le soleil de l'après-midi, est véritablement douloureux. Une brûlure localisée qui prend les visiteurs complètement au dépourvu. Des évents hydrothermaux dans l'eau proche du rivage créent des anomalies de température qui varient de manière imprévisible. Par endroits, l'océan est de plusieurs degrés plus chaud qu'il ne devrait l'être, une signature thermique qui signale une activité géothermique proche de la surface en dessous. Et l'odeur change parfois sans explication. Une légère note de soufre flottant depuis l'eau. Un rappel que l'île sous vos pieds n'a pas fini sa formation géologique. Les Açores sont géologiquement vivantes. Praia Formosa n'est pas une plage qui surplombe cette vitalité. Elle en fait partie. Le sol sur lequel vous vous tenez, l'eau dans laquelle vous pataugez, le sable qui brûle sous vos pieds. Tout cela est la surface active de quelque chose qui est encore en train de se former. En 6e position, un tronçon de littoral qui fut renommé spécifiquement pour inciter les gens à le visiter par la ruse. Son nom d'origine, donné par les marins qui s'y étaient réellement aventurés, était lui plus honnête. La plage nord, au cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Un lieu dont le nom initial, attribué par les premiers navigateurs portugais qui tentèrent de le contourner, était le Cap des Tempêtes. Le changement de nom pour Cap de Bonne-Espérance fut une stratégie de marketing maritime délibérée, visant à encourager les navires marchands à emprunter cette route contournant la pointe sud de l'Afrique. L'opération de relooking fonctionna. Mais elle ne changea rien aux eaux. Le cap de Bonne-Espérance se dresse à l'extrémité sud-ouest du continent africain, au point précis où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent. Sur une carte,
L'image est élégante. Deux océans qui se touchent. Deux mondes qui s'unissent. Dans la réalité physique, ce qui se produit à cette jonction est la collision de deux systèmes océaniques gigantesques se déplaçant dans des directions différentes, charriant des températures d'eau, des salinités et des états énergétiques distincts. Le résultat est l'une des étendues d'eau libre les plus chaotiques sur le plan hydrodynamique de toute la planète. Les registres maritimes remontant à 400 ans témoignent de navires de toute taille et constructions perdus à cet endroit, non pas lors de tempêtes exceptionnelles, mais dans des conditions qui, selon les standards de la haute mer, étaient jugées gérables. La température de l'eau au Cap avoisine les 12 degrés Celsius tout au long de l'année. 12 degrés, c'est suffisamment froid pour provoquer un choc thermique par immersion. Un réflexe physiologique qui déclenche une inspiration involontaire, haletante, au moment de l'entrée dans l'eau. Le choc thermique par immersion court-circuite entièrement la réponse rationnelle. Vous ne pouvez pas décider de ne pas halter. Votre système nerveux le fait avant que la pensée consciente ne puisse intervenir. Et si votre visage est dans l'eau quand cela se produit, de l'eau pénètre dans vos poumons. La séquence entre l'entrée et l'incapacitation due au choc thermique par immersion prend moins de 30 secondes. C'est pourquoi tant de personnes qui se noient dans l'eau froide sont de bons nageurs. L'eau ne leur laisse jamais la chance de nager. Au-delà de la température, les courants au Cap opèrent à une échelle qui réduit à néant l'individu. Le courant de Benguela remonte la côte ouest africaine depuis l'Antarctique. Froid, dense et implacable, gorgé de nutriments qui alimentent l'un des écosystèmes marins les plus riches du monde. Le courant des Aiguilles descend la côte est depuis l'océan Indien, plus chaud, plus rapide et tout aussi puissant. Là où ils se rencontrent, près du Cap, l'eau ne se mélange pas harmonieusement. Elle entre en collision, produisant des ondes de mélange turbulents, des tourbillons stationnaires et des remous localisés qui peuvent entraîner des objets flottants et des personnes vers le fond sans préavis. Le Cap est un habitat établi pour les grands requins blancs. Le système de remontée d'eau de Benguela soutient d'énormes populations de poissons, qui elles-mêmes nourrissent de vastes colonies d'otaries à fourrure du Cap à Seal Island et le long de la côte de la péninsule. Ce qui permet d'atteindre l'une des densités de grands requins blancs les plus élevées enregistrées n'importe où dans le monde. Les observations de requins près de la plage nord ne sont pas des événements inhabituels. Des études aériennes ont documenté un nombre significatif de grands blancs patrouillant à quelques centaines de mètres du rivage pendant les périodes de forte activité. Et puis, il y a les vagues scélérates. Pas de simples grandes vagues, mais des événements de vagues anormaux, non linéaires, créés lorsque plusieurs systèmes de houle interagissent et que leurs énergies se combinent. Au large du Cap de Bonne-Espérance, des vagues scélérates atteignant des hauteurs de 30 mètres ou plus ont été enregistrées par des instruments. Sur la plage, une déferlante scélérate peut balayer le rivage apparemment calme sans aucun avertissement visible de l'état de la mer qui la précède. En vous tenant au cap et en regardant au loin, vous contemplez l'une des vues océaniques les plus spectaculairement belles de la Terre. La sensation d'être au bord de quelque chose de vaste et d'ancien est entièrement réelle. Ce qui se trouve dans l'eau en dessous est également entièrement réel. En 5e position, un mystère. Une série d'attaques de requins qui défiaient tous les modèles comportementaux connus a frappé l'une des destinations balnéaires les plus prisées au monde et a contraint les scientifiques marins à admettre publiquement qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train d'observer. Numéro 5.
Les eaux côtières de la mer Rouge, et plus précisément les plages des stations balnéaires de Sharm el-Sheikh en Égypte, une région qui, pendant des décennies, s'était présentée comme l'un des environnements marins les plus sûrs et les plus accueillants de la planète, avant de connaître une série d'attaques si concentrées, si anomales et si réfractaires à toute explication qu'elles ont déclenché une véritable crise dans la science des requins. La mer Rouge n'a pas la réputation historique, par exemple, des eaux d'Afrique du Sud ou du territoire du nord de l'Australie. Elle abrite des requins. Requins océaniques à pointe blanche, requins tigres, requins gris de récif et l'occasionnel requin taupe bleu de passage dans les canaux plus profonds. Mais pendant l'essentiel de l'ère du tourisme moderne, les attaques étaient véritablement rares. Les stations balnéaires de Sharm el-Sheikh ont bâti une industrie de la plongée et du snorkeling pesant plusieurs milliards de dollars sur des eaux réputées à juste titre comme présentant un risque relativement faible. Des familles venues de toute l'Europe venaient spécifiquement parce que la mer Rouge était chaude, claire et jugée sûre. Des centaines d'opérateurs de plongée organisaient des excursions quotidiennes vers des systèmes de récifs spectaculaires. Personne n'avait tort de se sentir en sécurité. Et puis, fin 2010, quelque chose est arrivé qui dépassait toute compréhension. En l'espace de 5 jours, 8 nageurs ont été attaqués dans les eaux de la baie de Naama, le quartier balnéaire central de Sharm el-Sheikh, débordant d'hôtels de luxe et de milliers de touristes étrangers. 8 attaques en 5 jours. Pas au large, pas à l'aube ni au crépuscule, pas dans des eaux troubles près d'un marché aux poissons, mais en pleine journée, dans des eaux claires, à quelques mètres du rivage, avec des maîtres nageurs dans leur mirador et des témoins sur le sable. Une victime, une touriste allemande de 70 ans nommée Renate Siebler, faisait de la plongée avec tuba en eau peu profonde lorsqu'un requin l'a frappée et lui a arraché la main. Elle était consciente et lucide de ce qui se passait et a survécu, mais sa main, elle, n'a pas été retrouvée. Le lendemain de son attaque, presque exactement au même endroit, une jeune femme russe a été mordue dans de l'eau jusqu'à la taille, devant une plage bondée. L'attaque a été vue par des dizaines de personnes. Certains ont d'abord cru qu'elle avait été heurtée par une hélice de bateau. Puis ils ont vu la silhouette s'éloigner dans l'eau sous elle. Les autorités égyptiennes ont fermé les plages, puis les ont rouvertes, puis les ont refermées après le prochain incident. Les communications officielles oscillaient entre la rassurance et l'alarme, chaque jour qui passait, générant une forme d'horreur bien particulière, car en l'absence d'explication, les gens laissaient libre cours à leur imagination. Des rumeurs se sont répandues dans toutes les stations balnéaires, qu'un requin blessé agissait par douleur, que le déversement illégal de carcasses d'animaux provenant de navires de transport de bétail dans le chenal voisin avait attiré des espèces des grands fonds vers les eaux peu profondes, que des opérateurs locaux organisant des excursions de plongée en cage nourrissaient des requins depuis des années et avaient fondamentalement modifié la relation de ces animaux avec la présence humaine. Une version de toutes ces hypothèses était probablement vraie simultanément. Les chercheurs ont finalement convergé vers une conjonction de facteurs. Des décennies de surpêche en mer Rouge avaient gravement appauvri les populations de proies habituelles qui maintiennent les grands prédateurs à une distance prévisible du rivage. Les augmentations de température dues au changement climatique plus large modifiaient les répartitions des espèces et les corridors de migration, poussant les animaux océaniques vers des zones côtières qu'ils n'auraient historiquement pas fréquentées. Le volume de l'activité humaine en mer avait considérablement augmenté, multipliant les occasions de contact statistiques. Et la géographie spécifique du littoral de Sharm el-Sheikh, où un canyon sous-marin profond longe la côte, offrant un accès facile de la pleine mer au bord du récif, signifie que de grandes espèces pélagiques peuvent passer des eaux profondes à la profondeur de baignade en quelques minutes. Ce qui rendait la situation particulièrement troublante, ce n'étaient pas les attaques elles-mêmes,
mais l'échec de tous les cadres d'analyse de risque standard à les expliquer. Un scientifique spécialiste des requins, avec 30 ans d'expérience sur le terrain, a déclaré aux journalistes pendant la crise « Nous observons un comportement pour lequel nous n'avons aucune catégorie. Les facteurs de risque, que les gestionnaires de plage étaient formés à gérer, n'étaient tout simplement pas présents. Ce n'étaient pas des prédateurs d'embuscade dans des eaux à faible visibilité. C'étaient des animaux évoluant dans une visibilité de 30 mètres en plein jour, apparemment indifférents au bruit et à l'activité d'une plage de station balnéaire pleinement opérationnelle. La température estivale de l'eau de la mer Rouge atteint 32 degrés Celsius, un idéal métabolique pour les grandes espèces de requins tropicaux, qui sont plus actives et nécessitent beaucoup plus de nourriture à mesure que l'eau se réchauffe. La visibilité dans ces eaux est extraordinaire, dépassant parfois les 30 mètres, ce qui crée un faux sentiment de sécurité contre-intuitif. On peut voir loin, dans toutes les directions. Mais cette clarté est bidirectionnelle. Ce qui est dans l'eau avec vous peut voir tout aussi loin. Les stations balnéaires se sont remises. Les plages ont rouvert. L'eau est aussi belle et chaude qu'elle l'a toujours été. Les espèces qui ont déclenché cette période intense d'effroi sont toujours présentes dans ces eaux, car aucun mécanisme ne les a retirées. Par n'importe quel après-midi à Nama Bay aujourd'hui, des familles de toute l'Europe flottent à la surface avec leurs masques de plongée, le visage vers le bas, observant le récif. L'eau sous eux est aussi limpide que du verre. Et quelque part dans ce verre, se déplaçant à contre-courant, quelque chose les observe en retour. La 4e place revient à une petite île corallienne au large des côtes australiennes, véritablement l'un des plus grands spectacles naturels de sa région. L'eau y est chaude, turquoise et d'une limpidité à couper le souffle. Et elle regorge de plus de mécanismes mortels pour l'homme que presque n'importe quelle autre étendue océanique comparable sur la planète. L'île Verte, un îlot corallien au large de Cairns, dans le Queensland, en Australie. Une destination qui se trouve au cœur du parc marin de la Grande Barrière de Corail et attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année avec ses excursions en bateau à fond de verre, ses sorties de snorkeling et ses plongées dans certaines des eaux les plus biologiquement riches de la planète. Elle abrite également une concentration de vie marine venimeuse qui n'a pas son pareil ailleurs sur la planète. Pendant les mois chauds, qui, dans le Queensland tropical, s'étendent d'octobre à mai, les eaux autour de l'île Verte abritent des populations de méduses-boîtes. Si vous n'êtes pas familier avec les méduses-boîtes, sachez qu'elles représentent une catégorie de dangers océaniques véritablement distincte de tout ce qui existe dans les eaux tempérées. Ce ne sont pas les créatures translucides, passives et légèrement irritantes qui s'échouent sur les plages européennes. Les méduses-boîtes sont des prédatrices actives et mobiles. Elles ont des yeux, 24 au total, regroupés en grappes de 6 sur chacune de leurs 4 faces, capables de détecter la lumière, la couleur et le mouvement. Elles naviguent, elles chassent. Leurs corps ont à peu près la taille et la forme d'un ballon de basket, et leurs tentacules traînent derrière elles sur jusqu'à 3 mètres de long, recouverts de millions de nématocystes microscopiques, des mécanismes d'injection biologique qui se déclenchent au contact, injectant du venin directement dans toute surface qui les active. Le venin d'une grande méduse-boîte est assez puissant pour provoquer un arrêt cardiaque chez un adulte en bonne santé. La mort peut survenir en moins de 5 minutes après une exposition significative, plus vite qu'une personne ne peut être sortie de l'eau,
plus vite que les services d'urgence ne peuvent atteindre une plage, plus vite qu'une réanimation cardio-pulmonaire ne peut être initiée. Les survivants d'un contact grave avec une méduse boîte décrivent la douleur comme étant incomparable, une sensation simultanée de brûlure et de choc électrique sur toute la surface de la peau, provoquant des convulsions musculaires immédiates et une désorientation si grave qu'il devient impossible de se maintenir à flot. Mais la méduse boîte n'est pas la créature la plus insidieuse de ces eaux. Cette distinction revient à l'Irukandji, une espèce de méduse d'environ la taille d'un ongle, presque transparente et pratiquement invisible en pleine mer. Le contact initial avec une Irukandji provoque une piqûre si légère que de nombreuses victimes ne la remarquent même pas. Puis, 30 à 45 minutes plus tard, le syndrome d'Irukandji commence. La littérature médicale sur ce syndrome est véritablement difficile à lire. Il implique des crampes musculaires généralisées, de plus en plus intenses, des nausées et des vomissements sévères, une sensation d'oppression thoracique écrasante, une crise hypertensive et, documentée dans de nombreux rapports cliniques, une conviction psychologique écrasante et spécifique que la mort est imminente et inévitable. Cette sensation de mort imminente n'est pas un effet secondaire, ni une réaction de panique. C'est une action directe du venin sur le système nerveux autonome. Des patients atteints du syndrome d'Irukandji en milieu hospitalier, alors qu'ils étaient activement traités, ont supplié le personnel médical de mettre fin à leur jour. Le poisson-pierre complète ce tableau macabre. Ces animaux sont les poissons les plus venimeux qui existent, vivent dans les bas-fonds du récif et sont visuellement indiscernables d'un rocher incrusté. Un pied posé sur l'épine d'un poisson-pierre délivre une injection de venin qui produit une agonie suffisamment intense pour provoquer une perte de conscience immédiate. Il existe un antivenin, mais il doit être administré rapidement. Le récif est l'une des grandes merveilles du monde naturel. Le danger qu'il recèle n'enlève rien au caractère extraordinaire de ses habitants. Les deux choses coexistent dans la même eau, inséparables. En troisième position, une vague d'une violence si mécanique que l'hôpital local de Puerto Escondido a élaboré ses protocoles d'urgence en fonction d'elle. Non pas comme une éventualité pour des événements exceptionnels, mais comme une procédure opérationnelle standard pour la saison des grosses houles. Playa Zicatela à Puerto Escondido, Oaxaca, connu internationalement sous le nom de Pipeline Mexica, un nom emprunté à la célèbre vague de récif d'Hawaï, parce que la mécanique de la vague est quasiment identique, et les conséquences d'être pris au mauvais endroit le sont quasiment aussi. Puerto Escondido fait face au sud-ouest, directement sur l'océan Pacifique ouvert, et la géographie des fonds marins ici revêt une importance capitale. Contrairement à de nombreux spots de surf réputés, qui sont protégés à divers degrés par le plateau continental ou des structures récifales qui dissipent la houle océanique avant qu'elle n'atteigne le rivage, Zicatela se trouve au bout d'une longue pente sous-marine, relativement abrupte. Les houles océaniques profondes, générées par des tempêtes dans l'océan austral près de la Nouvelle-Zélande, par des systèmes de basse pression dans les eaux au sud des Aléoutiennes, par des phénomènes météorologiques situés à des milliers de kilomètres de distance, parcourent toute la longueur du Pacifique sans quasiment aucune perte d'énergie et arrivent sur cette plage avec une force proche de celle qu'elles avaient en pleine mer. La vague qui se forme à Zicatela n'est pas le produit de conditions locales. C'est l'énergie accumulée de systèmes océaniques entiers qui s'expriment en un seul
et même endroit. La vague déferle dans des eaux très peu profondes, sur un fond de sable. Cette combinaison, houle puissante, changement de profondeur abrupt, fond sablonneux, force la face entière de la vague à basculer vers l'avant simultanément. Le sommet de la vague, la lèvre, se projette vers l'extérieur et vers le bas, tandis que la base monte encore. Le résultat est un tube d'eau creux et cylindrique. La forme que les surfeurs appellent un tube ou un barrel, qui s'effondre avec une force explosive et simultanée lorsqu'il se referme. Il n'y a pas de déroulement progressif, pas de dissipation graduelle. Le tube détonne. La force lors de cette détonation n'a rien de conceptuel. La lèvre d'une grande vague de Zicatella transporte une masse qui se compte en centaines de tonnes et elle frappe la surface à toute vitesse. Une personne prise à l'intérieur du tube qui s'effondre est projetée dans le sable au fond de la vague. Et ce sable, compacté et saturé à la profondeur où la vague déferle, ne se comporte pas comme du sable de plage mou. Il se comporte comme une surface ferme et compacte. Le coussin d'eau entre une personne qui tombe et le fond se mesure en centimètres. Fracture de la colonne cervicale, clavicule brisée, épaules déboîtées, traumatisme crânien contondant. Voilà les conséquences autour desquelles les professionnels de la santé de Puerto Escondido ont élaboré leurs protocoles d'urgence locaux. Non pas comme des mesures d'urgence pour des événements exceptionnels, mais comme des occurrences régulières à chaque saison de forte houle. Le phénomène de hold down de la vague est un danger distinct. Quand une grande série de vagues déferle sur Zicatella, elle n'arrive pas sous la forme d'une seule vague. Elle arrive comme plusieurs vagues successives, chacune brisant avant que la turbulence de la précédente ne se soit dissipée. Une personne prise sous l'eau, dans la zone d'impact de la première vague, est encore ballottée lorsque la deuxième vague déferle directement au-dessus d'elle. Puis, la troisième. Les surfeurs expérimentés qui s'entraînent spécifiquement pour les environnements de grosses vagues discutent de hold down à Zicatella de 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. Pour une personne qui n'est pas entraînée à retenir sa respiration, qui ne sait pas où est le haut dans la turbulence, qui n'a aucune expérience de la gestion de la panique sous l'eau, la séquence est simplement, mécaniquement, totalement accablante. La vague est aussi véritablement magnifique. Lors d'une journée de houle parfaite, lorsque la lumière frappe la face de l'eau sous le bon angle, et qu'un surfeur file à travers le tube et ressort à l'épaule, c'est l'un des plus beaux spectacles sportifs qui existent dans le monde naturel. Ceux qui la surfent à ce niveau ont accepté ce que cela coûte. Ceux qui s'aventurent dans l'eau sans cette compréhension n'ont pas été prévenus. En deuxième position, un littoral où le concept de vacances à la plage ne tient tout simplement pas la route, où les animaux dans l'eau sont, en termes d'évolution, plus anciens que les dinosaures, et où la saison, qui offre les couchers de soleil les plus spectaculaires, remplit aussi l'eau de deux dangers mortels indépendants, simultanément. Les plages de la région côtière de Darwin, le port de Darwin, la plage de Casuarina, les estuaires et les criques du Top End, une partie de l'Australie qui fonctionne selon des règles écologiques que le concept de vacances à la plage n'a tout simplement pas été conçu pour accueillir. Commençons par le crocodile marin. Crocodilus porosus, le crocodile indo-pacifique, le crocodile marin, est le plus grand reptile vivant sur Terre.
Et ils ne se limitent pas aux rivières d'eau douce ou aux marécages intérieurs, comme le font de nombreuses autres espèces de crocodiliens du monde. C'est un animal véritablement marin. De grands adultes ont été suivis traversant l'océan ouvert entre les îles, nageant des centaines de kilomètres, naviguant dans les chenaux de navigation et les approches portuaires. Ils patrouillent les estuaires, se déplacent librement dans les zones de marée, remontent les rivières à marée haute et rejoignent la côte lorsque la marée tourne. Les eaux du port de Darwin et du littoral environnant ne sont pas adjacentes au territoire du crocodile marin. Elles sont le territoire. Un grand crocodile marin mâle adulte atteint 6 mètres de long. C'est un chiffre qui nécessite d'être contextualisé. Une grande voiture mesure environ 5 mètres de long. Cet animal pèse plus de 1000 kg. Sa mâchoire produit une force de morsure qui dépasse 10 000 newtons. Une mesure qui en fait l'une des morsures les plus puissantes enregistrées chez tout organisme vivant. Et quand cet animal est dans l'eau, il est pratiquement invisible. Il flotte avec seulement ses yeux, ses narines et une étroite bande de crâne à la surface. Dans les eaux sombres des estuaires, teintes par le tanin, ce qui caractérise la plupart des criques et chenaux autour de Darwin, un crocodile, situé à 3 mètres de la berge, est en pratique indétectable. Il n'y a aucun signal visuel, aucun son, aucune perturbation de la surface. L'animal a affiné cette technique pendant plus de 80 millions d'années. L'attaque elle-même est un événement unique, un bond fulgurant, passant de l'immobilité à la pleine puissance en une fraction de seconde. Une vitesse de mouvement que le système nerveux humain ne peut enregistrer à temps pour produire une réponse utile. Le crocodile ne se rue pas, il ne s'approche pas progressivement. Il est immobile, et puis il est déjà là. Le gouvernement du territoire du Nord prend cela très au sérieux. Chaque point d'accès aux plages de la région de Darwin est équipé de panneaux signalant la présence de crocodiles. Ce ne sont pas des avis de non-responsabilité, ce sont des avertissements opérationnels, placés spécifiquement parce que des crocodiles ont été aperçus à ces endroits ou à proximité. La baignade dans les eaux de marée ou d'estuaire, partout dans la région de Darwin, n'est officiellement pas recommandée pendant la majeure partie de l'année, et spécifiquement contre-indiquée pendant la saison des pluies, d'octobre à avril, lorsque la saison de reproduction coïncide avec une activité animale maximale et une agressivité territoriale maximale. Ce qui rend le littoral de Darwin particulièrement extrême, c'est que le danger des crocodiles n'est pas le seul significatif. La saison des pluies qui amène les crocodiles à leur pic d'activité est la même saison qui introduit en grand nombre les méduses boîtes dans les eaux côtières. Deux dangers mortels indépendants occupant la même eau pendant les mêmes mois. Les cadres de sécurité des plages sont généralement conçus pour gérer une seule menace principale à la fois. Le top-end ne fonctionne pas sur cette base. La lumière de fin d'après-midi sur une plage de Darwin est quelque chose de véritablement extraordinaire. Le ciel se pare de roses, d'ors et de rouges profonds, se reflétant dans une eau qui, à cette heure, est presque parfaitement plate. L'air est lourd et chaud, portant l'odeur de la végétation humide et du sel, et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien et de moins catégorisable. Le paysage semble préhistorique, d'une manière qui n'est pas une exagération poétique. Il l'est, en fait. Les animaux dans cette eau sont, en termes d'évolution, plus anciens que les dinosaures. La lumière lui donne l'apparence du paradis. La biologie, elle, en fait quelque chose de tout à fait différent. Et la première place, la plage la plus dangereuse de toute cette liste, ne se trouve pas dans un endroit reculé. Elle n'est pas dans une région du monde que la plupart des gens décriraient comme sauvage ou extrême. Elle dispose d'un parking, d'un kiosque de restauration rapide, d'une jetée
avec une boutique d'articles de pêche et un centre-ville animé avec des restaurants familiaux et des boutiques de surf. Elle ressemble, sous tous les angles possibles, à une station balnéaire américaine parfaitement ordinaire. Numéro 1. New Smyrna Beach, comté de Volusia, Floride. L'endroit que le livre Guinness des records a officiellement désigné comme la capitale mondiale des attaques de requins. Cette désignation n'est pas basée sur des incidents individuels spectaculaires. Elle est basée sur le volume, un volume constant, récurrent, annuel. Le comté de Volusia dans son ensemble représente environ un tiers de toutes les attaques de requins enregistrées dans l'État de Floride. Et la Floride mène la danse mondialement en matière de rencontres avec des requins, avec une avance qui ne laisse aucune place au doute. La concentration à New Smyrna Beach spécifiquement, plutôt que d'être distribuée le long du littoral plus large du comté, est statistiquement anormale à un point tel qu'elle a suscité un intérêt scientifique soutenu. Et ce que la recherche a révélé n'est ni une explication spectaculaire, ni exotique. C'est une convergence de conditions tout à fait ordinaires qui se combine avec une précision inhabituelle. L'eau près de New Smyrna est chaude, peu profonde et fortement teintée par les tanins drainant des cours d'eau intérieurs et du système de la rivière St. John's. La visibilité sous l'eau est mauvaise. Dans certaines conditions, elle est inférieure à 1 mètre. La plage est située juste à côté de l'anse de Ponce de León, un chenal de marée où l'eau entre et sort des systèmes de la lagune Mosquito et de la lagune Indian River à chaque marée. Cet échange de marées concentre d'énormes quantités de poissons appâts dans la zone proche du rivage. Les poissons appâts attirent de plus grands poissons prédateurs. Les plus grands poissons prédateurs, à leur tour, attirent les requins. Des requins tisserands, des requins bordés et des requins bulldogs traversent ces eaux en grand nombre à chaque cycle de marée, se nourrissant activement. Ce ne sont pas des visiteurs occasionnels, attirés par des circonstances inhabituelles. Ils vivent ici. L'eau de New Smyrna Beach, n'importe quel jour de l'année, contient des requins. C'est simplement une description factuelle de l'écosystème local. Le détail essentiel, celui qui explique les chiffres du record Guinness, est le suivant. L'eau est trop sombre pour qu'un requin en chasse puisse distinguer un pied ou une main humaine d'un poisson appât. Il ne peut pas voir assez clairement pour identifier à quoi il réagit. Les rencontres qui produisent les statistiques de morsure à New Smyrna sont presque entièrement des cas d'erreur d'identité. Un requin en pleine poursuite de sa proie entre en contact avec la cheville, le pied ou la main d'une personne, réalise que ce n'est pas ce qu'il visait et s'éloigne. Le requin est déjà retourné à la chasse avant même que la personne n'ait pleinement réalisé ce qui s'est passé. Ce n'est pas une attaque de prédateur, c'est un raté écologique. Cela devrait être rassurant. Ça l'est, jusqu'à ce que l'on examine les chiffres. Le comté de Volusia enregistre entre 17 et 30 incidents impliquant des requins en moyenne chaque année, dans un seul comté, le long d'une seule bande de littoral. Les incidents vont de lacérations mineures à des blessures nécessitant une intervention chirurgicale, voire une perte importante de tissu. Et ce ne sont là que les incidents enregistrés. Tout contact avec un requin qui ne perfore pas la peau, ou tout contact que les nageurs ne signalent pas, ne figure dans aucune base de données. Les requins bulldogs compliquent considérablement ce cadre d'erreur d'identité. Les requins bulldogs n'opèrent pas purement par réflexe, comme le font les espèces plus petites.
Ils sont intelligents, opportunistes, et leur tolérance aux conditions de faible salinité des estuaires et des rivières est bien documentée. Ils se sentent parfaitement à l'aise dans des eaux que d'autres espèces de requins éviteraient. Un requin bulldog en eau peu profonde à New Smyrna ne suit pas le même schéma comportemental qu'un requin bordé, tourbillonnant après un mulet. Il évalue son environnement avec beaucoup plus de délibération. Un mardi après-midi de septembre, la plage ressemble à n'importe quel autre tronçon de la côte floridienne. Des familles ont déployé leurs parasols. Des enfants courent dans les vagues et en ressortent. Quelques surfeurs sont assis au-delà de la ligne de déferlement sur leurs planches, attendant une série, les pieds ballottant dans l'eau. L'océan est chaud, brunté et tout à fait banal. Personne sur le sable ne peut voir ce qui se déplace sous la surface. Personne ne sait précisément combien d'animaux se trouvent dans l'eau, à portée de main des gens qui se tiennent dans les bas-fonds. C'est cette qualité qui place New Smyrna en tête de cette liste. Ni le spectacle, ni l'ampleur, ni le drame d'un crocodile ou la violence d'une vague de 12 mètres. C'est l'absolue banalité de l'endroit, l'absence totale de tout signal indiquant que quelque chose est différent ici, et la nature continue, invisible et annuelle du risque. Il n'est pas nécessaire de voyager aux confins du monde pour partager les eaux avec des prédateurs ultimes. Parfois, la plage la plus dangereuse du monde ressemble simplement à un mardi. Si vous avez nagé à New Smyrna Beach ou sur toute autre plage aux eaux sombres près d'une crique à marée, faites-le savoir dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir à quel point vous avez pu vous en approcher sans jamais le savoir.